Simplement pour parler 2 minutes de l'emploi du temps cet après-midi. On s'est réservé 2 heures pour parler d'action directe cet après-midi. Comme on a pris un peu de retard ce matin, on va prendre tout de suite notre 2 heures. On va demander, à la suite de ça, on va parler de soutien au financement et aux communications. Eliette va venir nous faire son compte rendu sur les finances du RVHQ, tout ça à l'ensemble, évidemment. Et à la suite, on va revenir avec la maison, pas la maison commune, mais oui, c'est ça, la terre-mère, le comité de la terre-mère, la maison commune, dans notre période qu'on avait réservée aux variables. Alors, sans plus tarder, on va aller de l'avant. On va présenter le film. Philippe va nous faire une présentation sur l'action directe. Pour les gens qui ne connaissent pas Philippe Duhamel, est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas ici? Je pense que c'est... ouais. Et il va prendre quelques minutes au début de sa présentation pour parler de ses antécédents, mais c'est quelqu'un qui est très enraciné dans le mouvement et qui est un spécialiste hors pair. Je m'excuse, avant qu'on parte avec Philippe, il y a plusieurs personnes qui viennent me voir et me demandent qu'est-ce que Radio-Canada fait avec nous. Oui, Radio-Canada va rester avec nous quelques minutes et ils sont venus prendre des images dans l'Assemblée, mais on n'aura pas cette discussion-là en présence de Radio-Canada. Merci beaucoup de recevoir tout le monde. Alors, je t'invite à te présenter, puis ensuite on passe au film tout de suite. C'est bon? Alors, je m'appelle Philippe Duhamel et bon, j'en ai pas longtemps, mais ça fait à peu près 30 ans, je suis tombé dans la soupe de la désobéissance civile, de l'action directe non violente. Et faisant mes premières armes avec des actions directes à Montréal, en Ontario, un peu partout, je suis devenu formateur. Je me suis beaucoup informé aussi et formé sur qu'est-ce que la stratégie de la résistance citoyenne, comment ça fonctionne que des groupes de citoyens prévalent partout à travers le monde contre des adversaires parfois sanguinaires, des dictatures, des tyrans, des compagnies qui, sans vergogne, massacrent et kidnappent, parce que des situations ailleurs dans le monde se battent comme on se bat ici. C'est subir des assassinats, ça va jusque-là. Et m'intéressant à ça, j'ai continué à organiser à peu près toute ma vie adulte. Et puis, on va avoir une discussion aujourd'hui sur démêler qu'est-ce que c'est l'action directe, qu'est-ce que la désobéissance civile, qu'est-ce que l'action non violente, pour qu'ensemble on puisse examiner certaines voies, certains outils qui s'offrent aux luttes citoyennes un peu partout, y compris ici, à un moment donné, quand on a utilisé tous les moyens à notre disposition, les moyens traditionnels. Parfois, il faut réfléchir à d'autres façons de faire, et c'est un peu la discussion qu'on va avoir cet après-midi, si je ne m'abuse. Alors, sans plus tarder, je présente un film que certains peut-être auront vu, la plupart probablement pas. Un film où vous allez reconnaître certains visages, dont celui de Marcel et d'autres. Parce qu'on va s'inspirer d'un modèle qui a été créé dans le cadre de la lutte au gaz de schiste. J'habite Saint-Marc-sur-Richelieu, là où a commencé le mouvement de protestation contre la fracturation hydraulique pour la recherche du gaz de schiste dans la Roche-Mère. Un moratoire contre le gaz de schiste au Québec, il n'y en a jamais eu. Il n'y en a toujours pas d'ailleurs. Alors, d'où l'importance de se mobiliser pour essayer de protéger nos ressources les plus précieuses, telles l'eau potable. Parce que l'eau, c'est la vie. Parce qu'il y a des énergies alternatives. Parce que le fleuve, c'est notre richesse. Parce que c'est notre responsabilité. Parce qu'il faut protéger nos générations futures. Parce que nos terres sont notre garde-manger.
Je me suis intéressée à bâtir avec d'autres personnes un réseau de vigilance citoyenne pour être capable d'agir de façon efficace et intelligente lorsqu'ils vont se présenter. Un autre élément que je trouve important pour bien se préparer, c'est de donner des formations à la résistance citoyenne. J'en ai déjà organisé une, puis il y a des gens qui m'ont contacté pour en organiser d'autres. Parce qu'à la fois, ça fait partie de bien entraîner, bien éduquer les gens par rapport à une action qui va bien porter. Nous, 6, 9, 1, on a un plan. Notre plan, c'est de dissuader l'industrie pour protéger notre territoire. Puis ce plan-là se fait en différentes étapes. La première étape, c'est l'étape de la vigilance, c'est-à-dire on a des yeux, on a des oreilles sur le terrain. Après ça, on peut passer à l'étape alerte donnant un événement spécifique. On se rapporte au schiste 911.org pour pouvoir vérifier puis passer à l'action nécessaire par la suite. Il y a aussi un autre élément qui est important, qui est l'élément de la formation, où on forme les gens à la désobéissance civile qui nous mène à une action citoyenne non violente. Si, malgré tout, l'industrie s'installe, à ce moment-là, on arrive à notre dernière étape, qui est l'action terrain. Alors là, on va inviter des gens, des familles, des jeunes, pour venir appuyer notre mouvement. C'est à ce moment-là qu'on a besoin de gens au niveau, surtout de l'hébergement, de la nourriture et des activités. On a besoin de vous. On a-tu besoin de vous? Oui, on a besoin de vous. On cherche des artistes. On cherche des cuisiniers et des cuisinières. Des hommes, des femmes à tout faire. On a besoin de monde comme toi. Oui, des gens comme toi. Alors, nous avons ici l'étalement de la zone urbaine du village de Saint-Marc-sur-Richelieu. L'endroit du puits présumé se trouve à être jonction rang des 14, montée de Verchères. Ça se trouverait à être tout à fait en face de la maison. Quand on regarde l'intersection entre les deux lots, il y a un fossé. Et à l'intersection, on voit un petit amoncellement d'arbres, de bois. Ça se trouve être directement à cette distance-là, en face de la maison, qui se trouve être à 200 mètres au milieu du champ. Sachant que les véhicules lourds peuvent arriver en provenance de la 223 sur la montée de Verchères en direction du puits. Et sachant que d'autre part, les véhicules lourds peuvent arriver aussi par l'autoroute 30, en provenance de l'autoroute 30. Ils vont emprunter aussi la montée de Verchères pour arriver au puits. Deux endroits stratégiques où procéder à des blocages. Il va y avoir ici jonction rang des 60 et montée de Verchères et montée de Verchères et rang des 14. Alors ici, on est à la jonction de la montée de Verchères et du rang des 14. C'est un endroit stratégique où il y aurait possibilité de faire un point de blocage, étant donné que ici, le montée de Verchères, ça arrive tout droit de la 30. Alors, les véhicules qui vont probablement apporter l'eau ou qui vont amener la foreuse ou les équipements vont probablement en majorité arriver par l'autoroute 30. Puis l'avantage qu'il y a, c'est que si ça arrive du côté de la montée de Verchères, c'est qu'on peut faire un blocage et leur dire « vous reculez dans le rang des 14 ici, et puis vous repartez d'où vous venez ». À peu près 10 000 pieds carrés de terrain qu'on pourrait utiliser là, pour, comme je disais tantôt, toilettes chimiques, installation de tables, d'équipements, premiers soins, etc. Il y a un petit peu d'espace en arrière de la maison aussi, puis un petit peu de l'autre côté. Je suis prête à prêter mon terrain pour les gens qui ont besoin de venir camper, qui viennent de loin, puis qui vont venir nous encourager dans la manifestation contre les gaz de schiste. Je suis professeur agricole, puis je suis devant une de mes terres que je possède. Puis c'est la 5e génération qui existe. Je m'engage aussi à libérer une partie le long du chemin pour accueillir les personnes qui vont manifester. Si les gazières reviennent, moi je suis prête à ouvrir les portes de ma maison. Il y a 4 chambres à coucher, il y a 2 grands salons. Je suis prête à passer mon terrain, mon garage pour des manifestations. Puis, aider ma femme encore, parce que ça fait déjà 3 ans que je l'aide beaucoup dans ce qu'elle fait. Puis, je vais continuer, c'est sûr et certain. Merci. C'est ce que je suis capable de faire. Si jamais les gazières se représentent ici à Saint-Marc-sur-Richelieu, je suis prête à faire, dans le fond, tous les petits sandwichs qu'il va falloir faire pour accueillir tous les gens qui vont venir manifester pour reculer ces compagnies, de venir s'installer sur nos terres.
Si les gazières reviennent, je suis prête à m'engager. En fait, je veux bien appuyer les gens qui sont sur le terrain en amenant un gros pot de chili délicieuse pour réchauffer corps et âme. Moi, je vis une colère depuis que l'industrie est venue comme un voleur, je dirais, dans notre municipalité. Ça n'a pas réussi à cause de la population. Ça m'a mis en colère, puis cette colère-là m'habite encore. Ce qui fait que moi, je vais tout faire pour que cette industrie-là ne rentre pas, puis je suis même prêt à aller jusqu'à l'arrestation s'il faut. Je suis prêt à participer à n'importe quel mouvement de foule pour arrêter les camions, arrêter la progression des engins, et s'il le faut, s'asseoir sur la route. Mais en tout cas, je suis décidé à faire ce qu'il faut pour retarder ce processus-là qui met en danger notre terre. Je suis prête à aller sur les lieux, sur un forage. Je suis prête à y aller en tant que militante, en tant qu'animatrice, avec caméra à la main. Je suis prête à m'attacher après des machines, à être sur le terrain, puis vraiment faire du blocage de l'opposition physique. Je suis vraiment prête à ça et j'ai pas aucune crainte, évidemment, de façon non violente pour ne pas provoquer de bagarres et des choses du genre. Ça fait au moins 1 an et demi que je réfléchis à monter des plans d'intervention. Je suis prête à m'impliquer stratégiquement et sur le terrain. Je suis prête à massir, à terre, toujours en Pacifique, là. La résistance citoyenne pacifique, moi, j'y crois. Moi, personnellement, je m'engage à être présent lors des manifestations s'il y a lieu, s'il y a du creusage qui se fait ici à Saint-Marc. Moi, la première chose que je suis prêt à faire, c'est aller marcher devant les machines pendant bien lentement, en plein milieu de la route, pour les ralentir le plus possible. Moi, Dominique Hébert, je m'engage à réduire ma dépendance aux combustibles fossiles et aux énergies sales. Moi, Jean-François Dubreuil, je m'engage à servir d'entrave à l'exploitation gazière au Québec. Je m'engage à aller prendre des images aériennes de n'importe quel désastre écologique à Saint-Marc. Donc, je m'engage aussi à mobiliser via les réseaux sociaux. On a pu le voir avec le printemps 2012, comment il était facile de mobiliser les gens, à mobiliser le plus de personnes possible pour mettre fin à ce chapitre et à cette histoire sans fin. Mettre fin à cette histoire sans fin. Point. Je vais vous donner un petit peu le plan. On a 20 minutes. On va essayer de faire le tour justement pour démêler un peu quels sont les concepts là, dont on parle. Blocage, action directe, action non violente, désobéissance civile. Et puis, ensuite de ça, il va y avoir un moment d'échange entre vous d'abord, puis après ça, on ouvre un débat plus grand. Je pense que la résolution qui s'en vient aussi, quelque chose d'avis. Avant la résolution? OK. Donc, mais il va y avoir quand même une petite période d'échange entre personnes, puis après ça, donc, OK. Donc, ce qu'on vous a montré là, ça date déjà quand même d'une couple d'années déjà. C'est par rapport à la lutte au gaz de schiste, évidemment, qui est devenu un modèle international de mobilisation citoyenne. Il faut savoir qu'au Québec, on a fait école. Moi, je fais beaucoup de présentations et à chaque fois, je présente
ce modèle-là, et ce qu'on a réussi à faire ici, avec Vous n'entrerez pas chez nous, avec toute la levée de boucliers, l'organisation qu'il y a eu derrière le regroupement, ce travail-là, terrain, la marche de 2011, et l'ensemble des efforts d'un écosystème citoyen qui a réussi à repousser cette menace-là. Ce qu'on a eu finalement, on n'a jamais eu le moratoire juridique sur l'ensemble de la vallée du Saint-Laurent, mais on a eu un moratoire gagné par les citoyens parce qu'on a réussi à entraver le plan pour 20 000 puits dans la vallée du Saint-Laurent. Et il y a des sommités aussi, Gene Sharp, pour ceux qui connaissent un peu le domaine, justement, il y a des gens qui étudient ça. Parce que Gandhi a parti un peu, comment fonctionne l'action non violente. Gene Sharp a pris connaissance de ce plan-là, puis a dit « Wow, c'est exactement ce dont on parlait aussi en termes de comment remplacer l'armée dans un pays, d'avoir une population mobilisable, capable de repousser un agresseur étranger. » C'est un peu ça que vous êtes en train d'appliquer aujourd'hui comme modèle. N'établissez pas des loges. Je ne sais pas si c'est vrai qu'on a vu le film Le Majordome, excellent film que je vous recommande. Et il y a un formateur là-dedans, il y a le rôle du formateur du mouvement avec Martin Luther King pour le mouvement des droits civiques. Jim Lawson, qui est encore vivant, il a 84 ans. Il a vu ça et il a dit « Ça, c'est encore plus fort que ce qu'on a fait dans tout le mouvement des droits civiques en termes de pensée stratégique, de comment ça se fait. » Fait on peut se dire que par nos efforts, on est capable d'innover. Le but, finalement, c'est de créer pour une des premières fois un mouvement dissuasif de résistance citoyenne. C'est pas moi qui vais l'expliquer, c'est une firme qui s'appelle Control Risks, qui est une grande firme de consultants au service de qui les paie, finalement, les consultants, c'est ça, c'est trop souvent. Et ils ont fait une étude sur 34 pays où il y avait de la fracturation et un mouvement anti-fracturation pour en cerner les motivations, les stratégies, les tactiques. Je vous épargne l'ensemble du truc, mais on dit plusieurs choses. Entre autres, que à l'époque, on s'appelait Moratoire d'une génération, chez Snuff1, c'était une des initiatives les plus sophistiquées qu'ils avaient vues à travers le monde. Parce qu'il y avait un système informatique, un système de cartographie, un système d'alerte, on l'a vu un petit peu dans le film, on va y revenir. Et il disait ceci, et on va le traduire automatiquement, aujourd'hui c'est merveilleux la technologie, alors voilà. Les blocages constituent une tactique d'action directe non violente de choix du mouvement activiste environnemental, particulièrement à l'encontre de projets de forage en milieu rural, qui dépendent le plus souvent d'une seule route d'accès. Et ça, c'est important parce que quand ils vont forer dans le bois, souvent, il n'y a qu'une seule. Il peut y en avoir deux, comme on a vu, et ça n'empêche pas de créer des blocages étranges. Règle générale, les blocages n'ont pas à pénétrer le périmètre de sécurité des sites. On n'a même pas besoin d'être en immédiate situation d'égalité. On n'a pas besoin de rentrer là où il est fort. On peut être à bonne distance. De plus, le coût de ces blocages est extrêmement faible pour les activistes, c'est nous, tant en termes de coûts d'organisation que de pénalités encourues. Il y a des possibilités, évidemment, d'arrestation, tout ça, mais si on regarde ce que ça coûte à l'industrie, Michael Binion nous avait déjà dit en 2011, un forage, ça coûte à peu près $1,5 million par jour. Moi, je pense qu'il exagérait un peu, là. On va parler, mettons, de centaines de milliers de dollars. Mais si vous étiez un investisseur et que vous deviez aller créer des forages, parce que quand ils forent, c'est des semaines de temps, 24 heures par jour, vous le savez. Alors, ils sont vraiment vulnérables. Il suffit qu'il y ait des groupes de personnes bien organisées, genre des grands-mères, qui s'installent dans des chaises berçantes et qui entravent le chemin de l'équipement pour qu'ils aient un prix énorme à assumer, parce que arrêter ces forages-là, c'est extrêmement cher. Et il n'y a pas juste ça, il y a la question du coût politique aussi. Alors, notre rôle, c'est de créer une menace crédible, je le mets en guillemets, une menace, une annonce de sanction, on peut l'appeler une sanction citoyenne. Si vous venez chez nous, on va s'organiser, on va être dans votre chemin, et ça risque de vous coûter très cher. Les entreprises et les compagnies, et les investisseurs
doivent prendre en compte ça. Et c'est pour ça que notre stratégie se fait à visage découvert. Et on invite les médias quand on fait les formations, pour que ce soit rapporté. Et corrige-moi si je me trompe, Marcel, mais Molopo s'est retiré. Complètement. C'est fini. Dans les faits, ce film-là leur a été transmis. Donc, on voit là, qu'il y a quelque chose là qu'on tient là, qui est quand même assez important. Parce que pour eux, ça coûte très, très, très cher. Et donc, en termes de productivité, de coûts d'exploitation, et j'ajouterais de coûts politiques, cette menace-là de blocage citoyen est très importante. On connaît l'industrie, on connaît les différentes étapes, là, allant de l'arpentage jusqu'à la fracturation. On peut nous-mêmes tracer le moment auquel on intervient là-dedans. Alors, le modèle est assez simple, 3 étapes. On s'assure de bien surveiller politiquement. Et au niveau réglementaire, Marc passe ses journées complètes à surveiller des commissions parlementaires, allant jusqu'à tout l'aspect juridique qui est travaillé, tout l'aspect aussi technique de connaissances qu'on a accumulées. On suit cette industrie-là aux fesses. Et aujourd'hui, ils le savent. Donc, il y a une vigilance terrain aussi à assumer. Le jour où une menace réelle va se concrétiser d'exploitation sur le terrain, on va le savoir. Ils ne peuvent pas rentrer dans le Clairville sans qu'on le sache. On s'entend? Et donc, avoir aussi un système d'alerte, déjà prêt à intervenir. Et, en dernier recours, l'action directe. Alors, ce réseau d'alerte, à l'époque de 691, on a tout enlevé ça cette année, hein, parce qu'on s'est engagé à faire ça pendant 5 ans. On l'a fait pendant 5 ans. Et là, aujourd'hui, on a évidemment toutes les listes de noms et tout ça. Il faudrait les relancer si on veut. Et on a formé plus de 250 personnes. Plusieurs d'entre vous, d'ailleurs, j'en suis certain. Donc, ces formations-là sont vraiment l'élément clé. Parce que ce n'est pas des actions improvisées. On vient avec un bagage de plusieurs décennies de savoir-faire sur comment organiser des actions. Qu'est-ce que ça prend comme infrastructure, comme connaissances juridiques, bien connaître les conséquences. Nous, notre philosophie, c'est toujours se préparer au pire et d'espérer le mieux. Donc, quand on se prépare, on regarde tous les scénarios. Et dans le cas de Chess Lefebvre, on distribuait même des diplômes que certains vous devez avoir chez vous. Et puis, on couvre dans ces formations-là de l'historique, la stratégie, on regarde les différents rôles et tâches, les consignes d'action, pour pas que ça dérape. Et comment on s'assure que tout ça fonctionne bien. On fait des jeux de rôle, des mises des simulations, on regarde les conséquences juridiques et, finalement, on regarde les préparatifs. L'idée, c'est d'avoir donc ce plan d'intervention rapide. C'est ça qu'on dit quand on dit se préparer au pire. PIR, plan d'intervention rapide, c'est de dire on voit suffisamment venir pour ne pas se faire prendre le jour où il débarque avec l'équipement. On sait que si ça en vient jusque-là, on va être prêt. Et des rôles de soutien, il n'en manque pas. Vous en avez toute une liste. Et on n'insistera jamais trop sur l'importance de tous ces rôles-là. Moi, personnellement, si vous venez nous voir, les gens qui vont organiser ça, et vous venez nous dire, moi, je ne suis pas sûr je suis prêt à ça, me risquer l'arrestation, m'asseoir devant des camions ou Moi, je vous dirais personnellement, quelqu'un qui va donner 2 mois de sa vie à faire du porte-à-porte ou du travail d'organisation, ça vaut plus cher qu'une seule personne qui s'assied les fesses sur le pavé pendant une journée. Alors, il faut être vraiment confortable et c'est vraiment le principe de ces actions-là, c'est chaque personne qui participe selon son niveau de risque acceptable. Pour différentes personnes, ça va être différentes choses. Mais il n'y a que vous, en toute conscience, qui décidez ce que vous faites comme geste et qu'est-ce que vous assumez ou pas comme conséquence. Et on ne saurait pas trop insister sur l'importance, après ça, de publiciser. La vidéo, c'est un excellent moyen. On a fait une vidéo participative avec Marie-Ève Leduc qui a facilité ça. Et tout ça, ça a été vraiment une démarche aussi. Je pense, je ne vais pas parler pour vous autres, là, mais du power. Belle expérience. Durant presque 8 mois,
Ouais. On s'est rencontrés à plusieurs reprises avant d'arriver au produit fini. Mais il s'est créé quelque chose dans ce groupe-là qui continue même aujourd'hui. L'avantage, c'est qu'on n'est pas juste à faire des réunions, on fait un produit de communication au bout de ça. Et donc, on sort de juste la réunion pour la réunion. En travaillant notre plan d'intervention, on se mobilise également. Puis, il y a un secret peu connu, mais Joyce, Marc et d'autres, ils ont participé à des vidéos participatives aussi. Et ça consolide, hein, Marc? L'engagement citoyen. Au début, Marc, il était gêné devant la caméra. À ce temps, ça ne te fait plus peur. Alors, entrons dans le vif du sujet. Alors, je crois comprendre qu'il y a une proposition qui va venir sur la question d'élargir nos moyens d'action. Présentement, on en est là. On a utilisé un paquet de moyens traditionnels et moins traditionnels d'action au sein du regroupement. Et là, il s'agit d'investir de façon peut-être plus concertée. Et là, des moyens traditionnels, pouvez-vous m'en nommer quelques-uns qu'on a utilisés déjà là? Mémoire, manifestation, parler aux politiciens, les écrits, toutes ces lettres, les pétitions, se mettre devant les caméras, intervention médias. Oui, on a fait ça, mais il n'y a pas longtemps. Conférences de presse. Donc, tout ça, c'est pas de dire là, que ça, on fait table rase de ça. Là. Ça, c'est vital que tout ça continue, qu'on continue de maintenir ces piliers-là de notre action citoyenne. Mais on parle d'aller aussi ailleurs, d'investir le champ de l'action non violente. On parle, dans le fond, tout ce que vous avez fait à date, c'est l'action qui n'était pas violente. Mais là, on parle de quelque chose, on l'appelle non violente en un mot d'ailleurs, pour nommer un type d'action qui est extra-parlementaire, qui est de l'action non traditionnelle, qui est de l'action qui surprend, qui est de l'action qui attaque aussi les piliers de l'industrie et les piliers du pouvoir. C'est du non-conventionnel, exact, face à une industrie qui utilise maintenant du non-conventionnel, exact. Maintenant, il y a une zone qu'on regroupement, on s'entend pour ne pas investir, c'est celle de l'action violente. Il y a un range là-dedans et il y a plusieurs bonnes raisons pour ça. Je suis sûr que vous pouvez y penser. Mais une des très bonnes raisons de ne pas aller dans l'action violente, c'est qu'elle est largement et substantiellement plus inefficace. Elle fait perdre énormément d'appui, elle décrédibilise un mouvement, et d'ailleurs, c'est pour ça que le gouvernement et l'industrie, partout dans le monde, ont payé des gens pour venir faire de la casse, venir provoquer, parce que ça les sert. Alors, il y a ça à garder, donc nous, on va se limiter à cette zone-là. Okay? Regardons ça maintenant d'un peu plus près, c'est le but là, de notre présentation cet après-midi. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, l'action non violente? De quoi qu'on parle? Alors, il y a trois choses en particulier. De un, l'action non violente, ça ne veut pas dire nécessairement des choses très, très risquées. Il y a plein de moyens d'action créatifs. L'idée, c'est de penser maintenant avec tout ce qu'on a comme jus créatif. Une manif pour une manif, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas d'autres choses d'un peu? Vous savez, la créativité, des fois, c'est juste de tweaker une idée, de la pimper un peu, je parle bien français, hein? de la bonifier là, avec quelque chose d'un petit peu plus mordant, d'un petit peu plus image, d'un petit peu plus choc. Et ça, il y a plein d'affaires qu'on peut faire qui c'est pas plus risqué, c'est juste plus fun qu'une manif où on a des fois l'impression d'aller à la messe. Vous avez déjà envie de vous traîner à une manif? Il y en a qui aiment bien ça, mais des fois, tu sais, quand c'est trop tout le temps la même affaire, on perd le zeste. Donc, il y a plein de choses. On va regarder quelques-unes des actions zestées. Et il y a l'action directe. On va voir une définition de ça. Et enfin, l'action directe peut même aller jusqu'à la désobéissance civile. Voilà, lâcher le gros mot, on y revient. Je vais parler d'abord des actions créatives. De quoi ça a l'air? En fait, je pense qu'on gagnerait tous et toutes, quand vient le moment de décider de notre prochaine action, de se mettre en mode design.
on a une graphiste ici, là. Hein? On ne prend pas juste le texte, puis copy-paste, puis on laisse ça de même. Il faut penser à ce qu'il y a de la page, choix de couleur, les marges. Le blanc, c'est important, le silence. Il y a toute une esthétique à réfléchir. Et investir ça, c'est déjà faire beaucoup pour le pouvoir de nos actions, leur capacité à mobiliser les cœurs et les esprits, à faire image qui reste après ça dans la tête des gens et qui disent ça, c'est un mouvement citoyen, j'aimerais ça en faire partie parce qu'ils sont hot, ils sont pas plats. Une action que j'avais organisée pour Greenpeace en 2010, plein de gens se rappellent de ces images-là. Il y a mon père là-dedans, il y a ma belle-mère. Il me parle encore. Puis, tu sais, je veux dire, ça a quand même créé des images qui ont fait le tour du monde. C'était le World Energy Congress qui était à Montréal. Et puis ça c'était de la préparation, mais il n'y a personne qui a été arrêté, là. Et on a réussi, avec des trucs comme ça, à faire parler mais massivement des enjeux sur l'énergie. Ça, c'est nos amis qui sont contre la viande, là, contre la consommation de viande, des affaires assez. Ça, c'est tout du monde dans des crêpes, dans des barquettes. Là. C'est hot, tu sais. Le mouvement étudiant nous a donné plein d'images. Celle-là, là, non aux coupures. On voit un étudiant par terre, coupé en deux. Vous savez, nos médias, ils sont en deux dimensions. Ça fait qu'utiliser des masques de politiciens, tout ça, ça a l'air réel. Tu sais, ça a tout de suite un effet bœuf à la télé ou sur une photo. Ça, c'est encore une fois contre l'élevage de singes, tout ça. Mais tu sais, juste à se mettre des petits masques comme ça, c'est super puissant. Les artistes sont vraiment, selon moi, ils détiennent la clé. Ça, ils vont être à Montréal pour le 375e. Mais regardez, on a une image qui parle tellement. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment aller chercher l'œil de la caméra, qui est si importante pour aller chercher les gens. Alors, c'est une invitation à aller vers le côté de l'action créative. Qu'est-ce que l'action non violente? Bien, c'est l'action qui se limite à des moyens, qui ne blessent pas, on renonce à la torture et à l'assassinat. J'espère que c'est pas trop dur. Mais l'idée étant que ça nous force à être plus créatifs. Il n'y a pas grand-chose de créatif dans des plaies à Hollywood à un gars qui sort un gun et qui descend plein de monde. On est comme tanné de ça. Et de se forcer sur le terrain de la créativité, de l'action non violente, c'est se forcer sur le terrain de la créativité. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a en gros deux grosses choses. Des choses qu'on fait. On parle des actes de commission, des gestes ou des comportements inattendus. L'idée, c'est de surprendre, de ne pas être trop prévisible dans l'image. Faire, je sais pas si j'arrive à l'exprimer, là, quelque chose il faut innover, on est le changement. Il y a aussi des choses qu'on refuse de faire qu'on fait d'habitude. Et ça, soi-même, c'est inattendu. On pense aux grèves, on pense au boycott. Il y a des façons comme ça de cesser de faire, par exemple, une grève des comptes de gaz métropolitain, une idée de même qu'on pourrait imaginer, ou un mouvement pour que Desjardins désinvestisse complètement le secteur des énergies fossiles, qui passe par village, une déclaration qu'on fait signer pour dire aux gens, on va se présenter à la Caisse populaire, on leur donne 1 an pour se désinvestir, sans quoi on n'est plus membre. Ça ferait bouger votre Caisse populaire. Mettons. Fait que des idées comme ça, là, auxquelles on peut réfléchir. Action directe, définition. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une action qu'on mène sans intermédiaire. C'est nous qui agissons. Et outre, encore une fois, cette idée, outre les moyens institutionnels. Je vous donne un exemple. Les enfants ont faim dans votre village ou votre quartier. L'action indirecte, c'est d'aller voir, et là je ne suis pas en train de dire que c'est mieux ou pas bon. Une des façons de faire, c'est d'aller voir la mairie et demander un programme municipal de petit déjeuner. L'action directe, c'est d'organiser un groupe de citoyennes et de citoyens qui vont préparer des petits déjeuners et qui vont les servir. Comprenez-vous la nuance? C'est assez simple,
Ça ne veut pas dire qu'un est meilleur que l'autre, encore une fois. Probablement que les deux sont essentiels. Mais des fois, quand le maire ne veut pas rien entendre, passer à l'action directe, commencer à servir ces petits déjeuners-là, c'est déjà créer l'alternative qui fait que, éventuellement, tous les enfants auront leur petit déjeuner. Vous me suivez? Ça a commencé comme ça, les papas roulants. Les garderies aussi. Il n'y en avait pas des programmes gouvernementaux de garderie. C'est des femmes, puis beaucoup d'hommes aussi, mais qui sont mis ensemble pour fonder ça, puis c'était à l'ITEN. Alors, la résistance civile, maintenant, on rentre dans le grand domaine, c'est l'ensemble de ces moyens-là qui sont utilisés. Dans le cas d'affrontement avec des institutions qui ne répondent plus aux commandes démocratiques. Finalement, c'est ça. Et c'est des moyens non violents et non conventionnels. Désobéissance civile, maintenant. On va regarder ça un petit peu. Ça fait partie de la grande famille de l'action directe non violente, mais c'est celle qui appartient à une zone en particulier. Alors, on voit de côté, j'ai fait un petit graphique, là, on voit les voies institutionnelles avec les moyens traditionnels, tous ceux qu'on connaît et qu'on a utilisés, tout ça. Très important. Donc, on est dans une zone où c'est des moyens légaux. Il y a moyen aussi d'organiser des boycotts, plein d'actions qui sont non traditionnelles, mais qui restent légales. La désobéissance civile, elle, se situe dans une zone où ça devient illégal. Par exemple, bloquer des camions. Cette zone-là n'est pas nécessairement définie par nous, elle est définie par le législateur. Donc, du jour au lendemain, on l'a vu en 2012, ce qui était parfaitement légal la veille, quand on a interdit les manifestations sans permis, sans trajet, etc., on se retrouve en situation d'illégalité alors que la veille, on ne l'était pas. Donc, c'est bien de se rappeler que la zone de désobéissance civile, c'est pas toujours nous qui la définissons. C'est pas nous qui la définissons, ce sont les pouvoirs en place. J'aime bien cette citation. Je vous laisse la lire. C'est assez profond, c'est de dire que notre problème, souvent, c'est qu'on obéit automatiquement à des choses qui sont injustes. L'idée de la résistance citoyenne, c'est de dire qu'on s'extirpe d'un système qui nous force à, entre guillemets, faire le mal. La désobéissance, c'est le fondement de la liberté, parce qu'effectivement, si tu n'es pas capable de désobéir et que l'obéissance est ton seul ressort, ben, on va t'amener à faire des fois des choses qui sont complètement immorales. C'est la leçon des tribunaux de Nuremberg et le système nazi s'est mis en place parce que les gens obéissaient d'abord et réfléchissaient ensuite. On entre donc dans une zone où la pensée critique... Alors, je vais insister, on explique désobéissance, mais il y a le terme civil qu'on ne peut pas élaguer du terme. Désobéir, c'est facile. Désobéir civilement, c'en est une autre. Parce qu'on peut tout brûler un feu rouge à 3 heures du matin quand personne ne nous regarde. Mais la désobéissance civile, c'est pas ça. La désobéissance civile, ça vient du mot latin civilis pour citoyen. C'est donc relatif à l'ensemble de la société civile. Ça, c'est les petits termes qu'il y a dans le Robert, en passant. C'est aussi dire, par rapport au rapport entre les individus, par opposition à la criminelle. Alors, on parle de code civil, matière civile, procédure civile. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment, et notre juriste pourrait sûrement nous étendre sur le concept même de la sphère civile par rapport à la correctionnelle, mais on est opposé à ce qui est criminel. Notre intention n'est pas criminelle. Notre intention, c'est le bien commun. Ça veut aussi dire civil par opposition à militaire. C'est pas une action armée, si c'était pas évident encore. Et donc, c'est une action qui se fait aussi en dehors du système religieux. On fait civil par rapport au religieux. Et un aspect important aussi, c'est une action qui respecte les usages de la bonne société, c'est-à-dire de la vie en société. C'est pas parce qu'on résiste qu'il faut devenir grossier. C'est pas parce qu'on résiste qu'il faut devenir irrespectueux. C'est pas parce qu'on résiste qu'on a un mépris pour les lois. En fait, c'est peut-être le plus grand respect de la loi
que celui de désobéir à des cadres légaux qui ne respectent pas la justice. J'ai eu l'honneur de faire avec Evelyne une action en 98, puis on s'en parlait, puis elle nous avait sorti justement cette perle-là. Là où il y a la loi, c'est pas toujours la justice, c'est ça? Ta petite bouchée médiatique que j'avais dit. C'était un procès, on m'a demandé ce que j'en pensais. Aujourd'hui, on vit la loi, mais c'est pas... Parce qu'on a vécu des procès, un procès ensemble. Répète-le, parce que je ne comprends pas tout le monde entend. En fait, c'est ça, moi, on me demandait mon avis sur le procès et tout. Je disais que je vivais la loi, mais que j'estimais que c'était pas la justice pour moi. Okay, il y a parfois conflit entre la loi et la justice. Le son ne fonctionnait pas. Ah, ça ne fonctionnait pas. Alors, pour la troisième fois. Ça ici? Oui, donc... c'est ça, c'est un procès où on avait fait désobéissance civile et on me demandait mon avis sur le procès qui était en cours. Je disais que... Tu étais accusé? Oui, oui. Et j'ai dit que je vivais la loi, mais que je trouvais que c'était pas la justice pour autant. Et d'ailleurs, dans ce procès-là, même le juge avait été forcé d'admettre, parce qu'il y avait beaucoup de spécialistes, que les lois étaient dirigées. Donc, oui, il y avait une part où c'était pas nécessairement une justice absolue, mais un schéma, puis fait par une institution. On sait qui fait les lois, et ces architectes-là du système juridique, c'est pas la justice incarnée tout le temps. On peut au moins dire ça. Alors, juste brièvement, le chemin de la désobéissance civile passe par Taureau, certains le savent, et transite par Tolstoï, qui le transmet à Gandhi. Bref, on se retrouve il y a exactement 110 ans avec Gandhi qui en fait une méthode de lutte collective. Avant ça, c'était plus une affaire individuelle, et avec Gandhi, ça devient collectif. La désobéissance pour être civile doit être transparente et non violente. C'est un aspect fondamental. Je donne une autre définition, celle de John Rawls, qui est largement acceptée. La désobéissance civile est un acte public non violent, décidé en conscience, mais politique, contraire à la loi. On a un pigeon qui nous a tout résumé ça. Et quand j'entends parler de Marc à Anticosti, il me semble que je vois aussi quelqu'un qui a dit « j'assume publiquement ce que j'ai fait », qui est un des éléments fondamentaux, je pense, de ce type d'action qui reste citoyenne, civile, avant d'être un sabotage sauvage. Pour la personne qui désobéit civilement, la prise de responsabilité est essentielle. Alors, c'était mon petit topo. J'aime ça brasser les cartes. On va prendre 8 minutes pour dégager tout ça. Alors, vous connaissez la personne à côté de vous. Vous allez vous lever, vous allez trouver une personne que vous ne connaissez pas. OK? Une personne que vous ne connaissez pas, avec laquelle vous n'avez pas eu d'interaction vraiment. Alors voilà, c'est le temps. Vous changez de place, vous trouvez une nouvelle personne, vous asseyez avec elle, puis je vous donne l'instruction. Alors, maintenant, vous faites connaissance. C'est très bien de faire connaissance. Je vous donne votre tâche. Simplement d'élaborer avec la personne avec qui vous êtes vos premières impressions là-dessus. Qu'est-ce que ça implique? On va discuter d'une proposition par rapport à l'action directe. On veut déblayer un petit peu le terrain à deux. 4 minutes chaque, 8 minutes, ça commence maintenant. Et il reste 1 minute, tout juste le temps de clore votre pensée.